Il pleut, mais ce n'est pas de l'eau qui tombe du ciel, c'est une gelée visqueuse, translucide, inexplicable. Et partout où elle touche, la maladie se répand. En 1994, dans une petite ville américaine, une substance inconnue est tombée du ciel. 6 fois, le ciel s'est ouvert. Et à chaque fois, Oakville en a payé le prix. Aujourd'hui encore, personne n'a osé dire la vérité. Bienvenue, je suis la comtesse de l'ombre. Aujourd'hui, je vous emmène à Oakville, Washington, une bourgade paisible qui fut le théâtre d'un des phénomènes les plus inexpliqués de l'histoire américaine récente. Une pluie qui rend malade, des analyses qui disparaissent. Et si Oakville n'avait jamais été censé en parler? Oakville, c'est ma ville. Un petit coin tranquille du Washington où il ne se passe jamais rien. J'aime ça d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis officier de police. Ici, la pluie est une vieille compagne. C'est le nord-ouest après tout. Mais cette nuit du 7 août, je n'oublierai jamais ce qui est tombé du ciel. Il est 3h du matin, je patrouille tranquillement dans ma voiture de service, les routes sont désertes. Les essuie-glaces balayent une pluie légère sur mon pare-brise quand... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gouttes visqueuses, épaisses, translucides. Elles s'écrasent en masse gélatineuse qui glisse lentement sur le verre. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je ralentis, intrigué. Je passe ma main par la fenêtre et récupère cette substance qui ressemble à du blanc d'œuf à moitié coagulé. Ça n'a pas d'odeur particulière. C'est frais, élastique, inerte. Et pourtant, quelque chose me dit que je devrais m'en éloigner. Ce que l'officier Sonny ne savait pas encore, c'est que cette gelée mystérieuse marquerait le début d'une des affaires non résolues les plus troublantes de l'histoire récente. Une énigme qui, même 30 ans plus tard, restera sans réponse. En ce matin du 7 août, le standard du poste n'arrête pas de sonner. Tout le monde à Oakville parle de la même chose, cette pluie de gelée. Nous sommes à peine 700 habitants ici, les nouvelles vont super vite. Je note consciencieusement chaque témoignage. Et sur une zone de plus de 50 km², cette substance gélatineuse est tombée en quantité. Il y a un détail que peu de gens mentionnent dans leurs appels, mais que j'ai moi-même observé en récupérant un échantillon dans un bocal. La substance émet une faible luminescence dans l'obscurité, une lueur bleuâtre à peine perceptible. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Je me réveille avec des nausées, des essoufflements et ce regard vide que je vois dans mon propre miroir. J'ai manipulé cette substance à main nue, je l'ai observée de près. Et maintenant, je paye le prix de ma curiosité. Ma fille, Sonny, oui, elle porte le même prénom que moi. Bref, elle tombe malade à son tour. Elle n'a que 16 ans. Elle n'a même pas touché directement la substance. Mais elle était avec moi quand j'ai ramené ces fichus échantillons à la maison. Les appels au poste changent de nature. Ce ne sont plus des témoignages curieux, mais des demandes d'aide. En quelques jours, la moitié du village présente les mêmes symptômes. Même l'institutrice, même le facteur, même Max, mon chien, qui refuse soudain de manger. Notre médecin local est complètement dépassé. Il me dit qu'il n'a jamais vu autant de patients avec les mêmes symptômes en même temps. C'est comme une épidémie, mais sans mode de transmission évident. À moins que la gelée n'en soit la cause. Une ville entière soudainement malade, des symptômes similaires frappant humains et animaux, la coïncidence est trop parfaite pour être ignorée. Mais ce n'était là que le début des révélations troublantes. Malgré ma maladie, je continue à observer un échantillon que j'ai récolté. J'ai toujours été curieuse de nature, c'est probablement ce qui fait de moi une bonne flic, je suppose. Dans mon garage, j'ai installé un petit laboratoire, juste une table, une lampe, quelques bocaux avec ces blobs, comme les gens les appellent maintenant. Ce terme a quelque chose d'amusant, presque enfantin. Rien à voir avec la réalité de ce que ces choses provoquent. Le plus fascinant, c'est qu'ils semblent presque vivants. Ils tremblotent quand je les touche. Ils semblent réagir à la chaleur de ma main, même à travers les gants. Oui, parce que maintenant je porte des gants. On sonne à ma porte. C'est un agent du département de la santé de l'État de Washington. Ils prennent enfin l'affaire au sérieux. Je lui remets certains de mes échantillons, pas tous. J'ai appris à être prudente. Quelques jours plus tard, les premiers résultats des analyses officielles sont communiqués à l'officier Sonny. Et c'est là que l'affaire prend un tournant encore plus étrange. Officier Sonny,
je suis Tim Davis du Washington State, département de l'écologie. Je dois vous parler des analyses de vos échantillons. Nous avons trouvé quelque chose d'inexplicable. La substance que vous nous avez fournie contient des globules blancs humains. Ce qui est incroyable, c'est que ce sont des cellules eucaryotes avec une membrane nucléaire en double. Bon, je ne vais pas rentrer dans le trop scientifique, mais ce que nous avons trouvé ne devrait pas exister. Pas ici, pas sur cette planète. On a fait une expérience avec des souris de laboratoire. Elles sont toutes mortes en moins de 3 heures. Et puis je devrais pas vous le dire, mais il y a eu une réunion à huis clos hier. Des gens en costume sont venus. Ils n'étaient pas du département de la santé, ça j'en suis certain. Ils nous ont pris tous nos rapports et nous ont bien conseillé de nous taire. Il se trame quelque chose. Je regarde mes bocaux avec une nouvelle appréhension. Mais qu'est-ce que j'ai ramené chez moi exactement ? Je n'ai jamais été du genre à croire aux théories du complot. J'ai les pieds sur terre. Je crois aux faits, aux preuves. C'est mon métier. Mais il y a quelque chose qui me tracasse depuis le début. Ces avions que j'ai entendus la nuit dernière. Je n'étais pas seule à les avoir remarqués. Plusieurs témoins rapportent avoir vu des avions militaires voler à basse altitude dans la région juste avant l'incident. Des bombardiers B-52, des hélicoptères noirs sans marquage. Et notre comté de Grace Harbor est situé non loin d'une zone d'entraînement militaire maritime. Je commence à faire des recherches. Et ce que je découvre me glace le sang. L'armée américaine vient de reconnaître qu'elle a mené des tests de guerre biologique dans les années 50 en pulvérisant des bactéries sur certaines villes américaines. L'opération Sea Spray, ça s'appelait. Et puis, un rapport militaire déclassifié datant de 78 mentionne explicitement des tests sur des agents biologiques gélatineux, comme vecteurs potentiels pour des capteurs environnementaux. Bien sûr, quand j'appelle la base militaire la plus proche pour poser des questions, on me répond par un déni catégorique. Il précise n'avoir mené aucune opération de ce type dans la région, que ces allégations sont sans fondement. Je raccroche, plus suspicieuse qu'avant. Ce déni sonne creux et j'ai été assez longtemps dans la police pour reconnaître quand quelqu'un essaye d'enterrer une affaire. Officier Sony, faut qu'on se parle. Pas au téléphone, pas au laboratoire. J'ai fait des recherches supplémentaires sur les échantillons avant qu'ils ne disparaissent. La structure moléculaire de cette substance contient des composés qu'on utilise en biomécanique avancée. Des composés synthétiques qui n'existent pas naturellement. Et j'ai trouvé un rapport datant de 1990 sur un projet militaire. Des capteurs biologiques microscopiques conçus pour être dispersés sur des populations humaines sans être détectés, sous la forme d'une pluie gélatineuse. Quelqu'un m'a suivi hier, une voiture noire. Je devrais pas être ici. Faites attention à vous, officier. Ils savent que vous posez des questions. L'officier Sony se retrouvait face à un mur de silence et de déni. Mais avec l'aide du scientifique, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une image aussi sombre qu'inquiétante. Les échantillons ont disparu. Procédure standard, qu'on m'a dit. Le labo privé a été cambriolé et personne ne parle des 6 retombées suivantes. Oguil n'était pas un accident, c'était un test. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'officier Sony découvre que le phénomène ne s'est pas produit qu'une seule fois. Cette gelée toxique est retombée 6 fois au total sur ma ville. Le 7 août était la première, puis le 10 juin 95, 3 fois en 96 et encore une dernière fois au printemps 97. Je note méticuleusement chaque occurrence, les dates, les témoins, les symptômes et je dessine des cartes. Ces répétitions excluent définitivement des théories naturelles. De tels phénomènes ne se reproduiraient pas avec une telle régularité. Est-ce que nous sommes des cobayes ? Ont-ils vraiment osé choisir notre village en supposant que personne ne s'intéresserait à ce qui pourrait nous arriver ? Officier, j'ai fait une dernière découverte avant de disparaître. Dans la composition de la gelée, j'ai trouvé des microparticules métalliques, des capteurs minuscules de la taille d'une cellule. Ils peuvent transmettre des données biologiques, température corporelle, pression artérielle, réaction immunitaire. Ils sont programmés pour se dissoudre au bout de quelques mois. C'est pour ça que les tests se sont répétés. Ils amélioraient les capteurs à chaque fois. Il faut partir maintenant. Si quelqu'un me demande, vous ne m'avez jamais vu, d'accord ? Tim Davis n'a plus jamais été revu à Oakville. Selon les archives, il aurait démissionné de son poste au département de l'écologie pour raisons personnelles. Ses recherches sur les blobs d'Oakville ne figurent dans aucun rapport officiel. Aujourd'hui, 30 ans après la première pluie de gelée, je me suis jamais complètement remise. Les problèmes respiratoires chroniques sont devenus mon quotidien. La fatigue persistante aussi. Et ces migraines qui me terrassent régulièrement.
Ma fille Sunny n'a pas été épargnée non plus, non. À 16 ans, elle avait toute la vie devant elle. Maintenant, elle en a 46. Et elle dépend d'inhalateurs et de médicaments coûteux. Nous ne sommes pas les seuls. Au moins 12 d'habitants ont développé des problèmes de santé chroniques qu'ils attribuent directement à l'exposition au blob. 3 personnes âgées sont décédées dans les semaines suivant le premier incident. Officiellement, de cause naturelle, mais bien sûr. Le pire, c'est l'absence de reconnaissance officielle. Sans identification formelle de la substance, les assurances santé ont refusé de reconnaître un lien causal avec nos problèmes. En 2001, j'ai aidé à organiser un groupe d'habitants pour lancer une action en justice contre les autorités militaires que nous tenions pour responsables. L'affaire a été rejetée pour manque de preuves tangibles. Aujourd'hui, notre petite communauté d'Oakville n'est plus tout à fait la même. La population a diminué, plusieurs familles sont parties. Celles qui restent évitent de parler de l'incident. Un musée, une vitrine, un dernier flacon. Il brille encore, froid, presque vivant. J'ai 75 ans maintenant. Je sais que je ne verrai probablement jamais la vérité officiellement reconnue. Je ne saurai jamais avec certitude ce qui est tombé du ciel cette nuit d'août 1994, ni pourquoi nous, les habitants d'Oakville, avons été choisis. Mais à chaque fois qu'il pleut un peu fort, je regarde vers le ciel avec appréhension, et je me demande si, cette fois encore, ce sera juste de l'eau. Et si ce n'était pas un accident? Et si d'autres villes attendaient leur tour? La prochaine pluie pourrait tomber sur vous? Merci infiniment d'avoir plongé avec moi dans les ténèbres de cette histoire fascinante. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'inexpliqué, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun mystère. Partagez vos théories dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il soit réellement tombé du ciel à Oakville? Et la prochaine fois qu'il pleut, pensez à vérifier que c'est bien de l'eau qui tombe du ciel.